un événement très important. Donc le sommet pan-canadien va bientôt commencer à Montréal. Comment vous vous sentez? Alors c'est bien d'amener notre 4e sommet pan-canadien des communautés noires à Montréal parce que jamais auparavant au Canada, les communautés noires de partout à travers le pays n'avaient eu une plateforme conjointe, une plateforme nationale. Oui, nationale, c'est vrai. Donc c'est sûr que nous étions chacun de notre côté, portant des initiatives pour résister face au racisme et pour l'éradication du racisme et sous toutes ses formes, y compris systémiques. Et là, d'un seul coup, c'est extraordinaire et j'en suis très fière. La fondation qui porte mon nom, qui est mon legs d'ancienne gouverneure générale du Canada, donc la fondation Michaël Jean, a créé cet espace qui est cette série de sommets pan-canadiens des communautés noires pour l'éradication de la discrimination raciale. Et c'est une question grave et c'est important de se rassembler parce qu'il y a une part de souffrance aussi qui vient avec le racisme. Moi, je n'aime pas qu'on me parle de micro-agressions et d'agressions plus graves. Toutes les agressions nous heurtent. Le racisme blesse, le racisme tue également. En effet. Donc, le premier sommet s'est tenu à Toronto. En 2017. Vous y étiez peut-être? Non, mais j'ai entendu beaucoup parler. Et on se disait, bon, voilà, c'est un test. Est-ce qu'il y a ce besoin-là? Et les représentants des communautés noires sont arrivés de partout. Et premier sommet, on était 850. Ensuite, le second, on l'a fait à Ottawa. Et là encore, enthousiasme, par une tempête de neige incroyable. Les gens sont arrivés en très, très grand nombre et nous avons investi la Chambre des communes, donc le Parlement fédéral, pour aller rencontrer des ministres de la justice, de l'éducation, de la santé, du logement, tout ce qui finalement touchait à ces préoccupations que nous avons alors que le racisme traverse nos vies, toutes les facettes de nos vies. Je me souviens qu'avec le ministre de la Justice à ce moment-là, des jeunes faisaient partie du groupe pour le rencontrer. Et les jeunes lui ont dit très clairement, vous savez, cette tension-là, ce stress du profilage racial, de sentir qu'on n'est pas bienvenu là où on veut pourtant être, d'être déprécié, ça finit par agir sur notre santé mentale. On le veuille ou non, c'est vrai. Et le ministre de la Justice prenait des notes et il a levé les yeux. Et il a dit, je n'y avais jamais pensé. Et ce sont les jeunes qui lui ont expliqué. Le stress, par exemple, que disait cette jeune fille, lorsque son frère, qui a 16 ans, mais qui est grand, paraît plus, voilà, sort, le stress de ses parents. Le stress qu'il affronte aussi dans une situation de profilage racial. Donc où est-ce que, bon, évidemment, qu'un incident se passe, il est noir, d'emblée le soupçon se porte sur lui. Voilà. Donc tout ça a fait que, ensuite, même durant la pandémie, on a continué avec une série de conférences virtuelles sur les différents sujets. Et on aborde tous les sujets, c'est-à-dire tous les aspects, les secteurs de la vie où le racisme peut faire son nid. Et ensuite, ça a été le 3e sommet pan-canadien des communautés noires et ça a été à Halifax, où vous avez, comme à Montréal, une communauté noire implantée depuis des siècles. Parce qu'à Halifax, il y avait un marché d'esclaves, comme il y en avait un aussi à Montréal. Donc c'est une présence noire qui remonte à très très longtemps. Et ça a été formidable. La pandémie terminée, les gens avaient une envie de se rassembler et nous étions plus de 1200. Wow. Et des centaines en ligne, parce qu'on avait fait aussi, on avait mis un accès aussi en ligne. Donc ça a été formidable, donc c'est au tour de Montréal maintenant. C'est ça, finalement c'est à notre tour à Montréal. Oui, Montréal va accueillir des communautés noires qui vont venir de tout le Canada. On rend la chose accessible aussi aux jeunes, parce que c'est une façon d'investir dans la relève. Et pour les jeunes, c'est gratuit, pour les jeunes qui ont 30 ans et moins. Et est-ce que quand vous avez lancé votre fondation, ça allait de soi? Pour vous, c'était de continuer? Oui, presque, parce que en sillonnant le pays, gouverneur général, vous allez partout, et vous allez surtout là, très souvent, là où les politiciens ne vont pas. Et moi, j'avais ce souci. Moi, j'ai réfléchi longtemps avant d'accepter cette proposition. Et
Et donc j'ai mis 4 semaines à répondre. Ils ont été étonnés parce qu'ils ont dit d'habitude, les gens sautent sur l'occasion, quoi, parce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel, parce que vous êtes appelé à parcourir le Canada et à représenter le Canada aussi en visite d'État à l'étranger. Donc vous avez posture de chef d'État. Et moi, non, j'avais pris le temps. Et quand j'ai accepté, je savais très bien comment je voulais porter, et sur quelle vision cette fonction-là. Et ce que j'ai vu, et mon mari avec moi aussi, qui m'accompagnait souvent à travers le pays, ce sont des communautés en situation de marginalisation. Ce sont des jeunes confrontés à des situations très graves, qui sont en danger, mais qui n'en pensent pas moins. C'est-à-dire qui portent aussi des initiatives pour se rassembler, pour agir sur les situations qui les affligent, et qui utilisent beaucoup le pouvoir de l'art pour le changement social. Parce que l'art facilite des conversations qui sont difficiles et douloureuses, l'art rassemble, l'art est universel, et nous avons été, mon mari et moi, très très saisis, éblouis de ça. Et ces jeunes, donc on a travaillé en tout à travers le Canada avec plus de 200 organisations de jeunes, portées par les jeunes. Et ces jeunes nous ont demandé tout de suite, à la fin du mandat, que diriez-vous de dédier votre legs à tout ce travail que nous avons su faire ensemble, parce qu'on n'a jamais eu des champions comme vous. Et ça a donné la Fondation Michaël Jean. Donc on porte une attention particulière aux situations d'exclusion. Et je dirais les communautés les plus exposées sont les communautés autochtones et les communautés noires. Pourquoi? Reliquat du colonialisme, de la déshumanisation, de l'esclavage, de la dépossession, de tout ce qu'on est, quoi, de son humanité, de ses droits. Il y a beaucoup de choses à refaire. Oui. On va continuer d'en parler, on va faire une petite pause et on revient dans quelques instants. À tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission. Dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui vous a... on parlait de ce qui vous a poussé, inspiré, encouragé vraiment vers la création de cette fondation, et on s'entend, c'est vraiment comme essentiel aujourd'hui, vraiment pour tous ceux que ça peut aider. Mais quel a été, pour vous et votre mari, vraiment, le plus grand défi à travers vraiment ce projet de mettre en place la fondation, quand vous avez rencontré tous ces, justement, les personnes marginalisées, ceux qui vous ont raconté vos histoires, et quand vous avez essayé de trouver des solutions, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Entre mon mari et moi, il y avait une belle combinaison de force et d'expérience. Mon mari est cinéaste, documentariste, donc il va au-devant de la réalité, et il aime témoigner de la réalité à travers ses films, donc des défis qui nous accablent. Et moi, je viens du mouvement des femmes. J'ai été de ces femmes qui ont, au Québec, ont implanté un vaste réseau, le plus vaste réseau à l'époque au Canada et même au monde, de refuges d'urgence pour femmes victimes de violences et leurs enfants. Et je trouve que l'école des femmes est formidable. Et j'ai été élevée par une mère féministe, une grand-mère qui elle aussi s'est retrouvée veuve très jeune et qui a élevé seule ses 6 enfants. Donc voilà, ce côté de l'affirmation de mon indépendance, avec le franc-parler, je l'ai acquis, je dirais, de ces expériences-là, du mouvement des femmes, avec aussi cette espèce de détermination, d'agir, toujours, agir. C'est toujours dans l'action. Oui, pouvoir faire une différence, et pour quelque chose qui est beaucoup plus grand que soi. On ne le fait pas pour soi. Ce que les femmes ont réalisé à travers les luttes féministes, c'est pour le bien de l'ensemble. C'est pour une société plus juste, une société plus juste, plus équitable, etc. Et pour les droits fondamentaux. Donc je pense que se retrouver dans le rôle et la fonction de gouverneur général, c'est une somme d'atouts que de savoir parler aux gens, que de savoir rassembler les gens, que d'être à l'écoute. À l'écoute. Oui, et les gens ne le savent pas très souvent, mais le gouverneur général joue un rôle fondamental auprès du chef du gouvernement, qui est le Premier ministre. C'est-à-dire qu'on lui rend compte des défis que vous avez... Oui, et des réalités les plus difficiles. Et dans notre pays, on va là où il ne va pas, où il n'ira pas, parce que lui, il est pris au Parlement. Et en même temps, on est beaucoup à l'écoute des solutions qui sont portées par les gens eux-mêmes. Et ça, c'est formidable. Parce que les gens
ne sont pas, surtout au Canada, ne sont pas dans l'apathie. Okay. Au Canada, il y a ça. Et c'est important de le voir aussi au-delà du Québec. C'est-à-dire que moi, arrivant du Québec, puisque j'ai vécu plus de 40 ans ici, et à Montréal en particulier, on peut avoir l'impression que nous sommes un îlot. Un îlot et que nous faisons toujours mieux que tous et que nous avons toujours réponse à tout. Mais quand vous allez et que vous parcourez le Canada, vous vous rendez compte que au fait, il y a autant de forces vives qui sont à l'œuvre partout dans le pays. Et sur les demandent à être... Oui, et sur les mêmes défis, quoi. Et puis, bon, le fait aussi d'avoir mené des visites d'État à travers le monde. Moi, j'ai commencé par l'Afrique, traversé l'Afrique, l'Amérique latine. Vous avez été au cœur, au sein, oui. Au plus proche finalement des communautés, des gens, pour pouvoir vraiment connecter et, comme vous avez dit, écouter finalement un peu leur... Il faut savoir écouter, parce qu'au fait, les gens ont le mérite aussi de porter des solutions qui sont probablement... qui ont un impact souvent plus grand que les programmes gouvernementaux eux-mêmes. Et il faut l'humilité aussi, quand on est un leader politique, de s'avouer qu'on n'a pas réponse à tout. Et que souvent, les citoyens ont des réponses. Ils vivent sur le terrain et les réalités. Exact. Donc, sur cet élan-là et cette façon de voir la vie et les choses, même quand j'étais en visite d'État dans des pays africains ou en Europe centrale, ou peu importe, j'allais souvent là où les chefs d'État eux-mêmes de ces pays n'étaient jamais allés. Et ils me demandaient, mais pourquoi vous êtes allés? Vous étiez là, il se passe quoi là? Ah ben, Monsieur le Président, vous n'avez pas idée. Les citoyens ont du génie. Vous savez, sur tel problème, voilà ce qu'ils font, voilà ce qu'ils construisent, voilà ce qu'ils portent. Et puis j'avais la sensibilité aussi de rendre l'invisible visible. C'est-à-dire, là où l'indifférence, finalement... D'habitude, on ignorait, vous essayez de mettre la lumière, ou de mettre une voix, là où parfois on n'écoute pas. Voilà, c'est ça. Oui, et j'ai adoré ça. Donc je pense qu'avec le sommet pan-canadien des communautés noires, en anglais on dit The National Black Canadian Summit, c'est important de se faire entendre sur les effets dévastateurs du racisme. Et c'est important de le faire ensemble. Et du sommet d'Halifax, donc le 3e, et maintenant c'est Montréal qui reçoit, nous sommes ressortis avec une déclaration, avec un manifeste pour l'éradication de la discrimination raciale. Et ce manifeste-là, il contient quoi? Premièrement, il met le racisme en contexte, un contexte historique, d'où ça vient. On ne peut pas comprendre le racisme aujourd'hui si on ne remonte pas l'histoire. Et d'autre part, on a fait un état des lieux aussi de l'impact dévastateur du racisme. Comment ça détruit des vies. Ça détruit des vies. Comment ça peut offenser. Comment par le racisme on s'en prend à la dignité de l'autre. Et en plus, nous l'avons fait, mais chaque fois avec une force de proposition. En disant, dans le domaine du logement, voilà comment ça peut être réglé. Dans le domaine de l'éducation, de la santé, je veux dire, voilà, en matière de justice, face au système judiciaire, voilà comment ça pourrait changer. Donc, et nous sommes les mieux placés pour en parler, puisque nous le vivons. Mais ce qui me désole un peu, c'est de voir, par exemple, d'écouter ma fille, qui a aujourd'hui 25 ans, me rapporter des incidents racistes et de me dire, mon Dieu, c'est incroyable quand même. Malgré tout ce travail que nous faisons, je veux dire, ce poison persiste. Il y a encore beaucoup Mais à la différence que ce que j'aime avec ma fille, et je suis très heureuse de lui avoir transmis ça, elle a de la répartie. Elle n'en sort pas brisée, elle a de la répartie. Je veux dire, donc c'est finalement peut-être une des premières qualités, j'ai envie de dire, à avoir pour pouvoir... Parce qu'on s'entend que le racisme, tous les jours, plein de gens le subissent. Oui. Et malgré des choses mises en place, quand on est face à ça, comment finalement, c'est vrai, on réagit. Donc finalement, une des premières choses, c'est... Il faut cette répartie. Autrement, la douleur fait son chemin. Autrement, on est miné de l'intérieur. Ça crée comme une genre de haine contre le système. Au fait... puisque la haine est versée sur nous, je pense que nous devons apprendre à réagir en s'élevant au-dessus de ça, Et comprendre une chose, et ça ma fille, elle le comprend très bien, qui ferme la porte, veut barrer la route pour des motifs
raciste en raison de qui tu es, c'est cette personne-là qui a le problème. C'est pas toi. Le problème, c'est là. C'est la personne en face. C'est la personne en face qui veut absolument te barrer la route et qui a la haine. Moi, je ne suis pas un être de haine. Il y a encore un long chemin et merci vraiment pour tout ce que vous faites avec la Fondation et tout ce que vous avez fait vraiment dans cette lutte. On va continuer d'en parler. On va parler encore du sommet vraiment pan-canadien et vraiment de tout ce que ça promet parce que c'est la première édition qui se fait ici à Montréal. Et ça commence donc le 31 janvier jusqu'au 2 février. On est à guichet fermé, mais on a quand même donné la possibilité de pouvoir venir une journée ou une autre. Parce que c'est plusieurs jours, donc on peut quand même participer, même si on ne pouvait pas être là peut-être les 3 jours. Mais on va en parler juste après une petite pause rapide et on se retrouve juste après. À tout de suite. Merci de nous rejoindre pour la 3e partie de notre émission. Dites-moi un petit peu, à travers le sommet pan-canadien qui va se passer à Montréal, il y a beaucoup de leaders, d'activistes, de personnalités qui vont vraiment se rassembler, parler justement de ces causes dont on doit parler, vraiment des problèmes liés au racisme. Qu'est-ce que vous, en tant que fondation, vous aimeriez voir vraiment découler de ces conversations qui vont avoir lieu, de ces échanges? Ce qui est bien, c'est d'abord la détermination. Et vous voulez voir quand vous viendrez, vous le sentirez. Il y a quelque chose dans la salle, et là on sera plus de 1500, qui est une vibration extraordinaire. C'est-à-dire une envie de dire, portée par l'action, des rencontres, parce que nous arrivons de partout à travers le Canada. C'est ça. Mais on sera sûr que ça va être en français aussi. Oui, ça va être en français et en anglais aussi. C'est-à-dire on aura l'interprétation simultanée et c'est le défi quand on le fait au Québec, l'interprétation simultanée, parce que même si, partout on fait entendre le français, c'est-à-dire où qu'on soit avec le sommet, on fait entendre le français. On est attendu bientôt au Manitoba. Et là, au Manitoba, il faut que je vous dise, c'est formidable. Partant de Montréal, vous aurez des représentants du gouvernement manitobain qui vont venir pour lancer l'invitation au prochain sommet, le 5e, qui va se tenir à Winnipeg. Et qu'est-ce qui s'est passé au Manitoba? Le Premier ministre est autochtone, Première Nation. C'est la première fois qu'on a une personnalité autochtone à la tête d'une province. On ne parle pas des territoires du Nord, une province. Le vice-premier ministre est d'ascendance africaine, noir. Le ministre du Développement et des Finances et des Ressources naturelles du Manitoba est aussi noir. Donc, vous arrivez devant ce gouvernement, les ministres sont autochtones, vous avez des Noirs, vous avez des Franco-Manitobains, donc tous ceux qui étaient dans la marge autrefois sont aujourd'hui en train de façonner des politiques publiques et partant de leurs expériences. Et ça, c'est formidable. Et je pense qu'il n'y a qu'au Canada qu'on voit une chose pareille. Et je trouve ça réjouissant. Pourquoi est-ce que je reste optimiste? Parce que justement, je vois des choses qu'on n'attendait pas se produire. Donc ça veut dire que, par exemple, même le sommet pan-canadien des communautés noires, on n'en parle pas comme d'un événement, on n'en parle pas comme d'un moment, on sait que c'est un mouvement. J'allais dire presque C'est un mouvement parce qu'il gagne en dimension, en résonance, en plus avec des plans d'action qui sont extrêmement stratégiques et en ordre groupé. Nous sommes rassemblés. Et ça fait toute la différence. Alors, pourquoi pensez-vous, par exemple, que le gouvernement fédéral s'est mis à avancer des programmes en faveur des communautés noires, entrepreneurs et autres? Mais parce qu'ils ont constaté que nous savions avancer ensemble. Et dès lors que vous avancez ensemble, vous avez un poids dans la balance. Oui. Donc, évidemment, ceux qui pensent à leur survie politique se disent on ne peut plus faire sans tenir compte d'eux. Et nous, qu'est-ce qu'on répond? On répond rien à notre sujet sans nous. Nothing about us without us. Et ça, c'est clair. Donc, c'est une posture qui est différente. C'est une posture qui est différente. Donc, vous sentez aussi que avec la Fondation, vraiment, vous avez, malgré tout, vous parlez avec votre fille, il y a encore du travail, il y en aura encore longtemps, mais est-ce que vous avez vraiment comme quelque part la sensation qu'il y a eu une avancée, on a quand même avancé quelque part? L'avancée, je la vois dans la répartie des jeunes.
c'est ce qu'on travaille beaucoup avec les jeunes. Et pourquoi on rend le sommet gratuit pour les jeunes 30 ans et moins? On veut les inviter. C'est parce que justement, on fait ce travail de capacité de répartie. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes des êtres pensants. Nous sommes des êtres agissants. Et nous avons de la répartie. Parce que si vous n'avez pas la répartie, vous êtes brisé. Vous êtes brisé à l'intérieur, vous en sortez. Oui. Ça ne vous laisse pas indemne. Je ne vous dis pas que ça ne heurte pas, hein, mais ça ne vous laisse pas indemne. Alors, je le vois avec ma fille. Ma fille a énormément de répartie. C'est-à-dire qu'elle va me parler d'incidents, puis elle va me dire, bon, voilà ce que j'ai eu à répondre. Et c'est là où c'est important. C'est-à-dire qu'il faut se tenir droit, déterminé, jamais affecté ni dans sa dignité ni dans sa fierté, et savoir aussi la valeur que nous représentons. Nous ne comprenons pas l'exclusion. Parce que l'exclusion est un tel déficit. C'est un déficit de participation, d'idées, de possibilités, d'opportunités, d'énergie, de synergie. Ça devient un déficit de démocratie et un déficit de développement. Donc, c'est tout à fait irrationnel, le racisme. Exclure, c'est perdre, c'est créer dans une société énormément de déficits. Vous le savez comme moi, Marie, nous avons tellement à offrir. En effet. Et surtout que nous sommes déterminés. Mais c'est pour ça que c'est vraiment important, ce sommet, cet événement. Je pense que c'est très important, comme vous l'avez dit, par rapport à la Fondation, vous visez les jeunes. Et je trouve ça très intéressant de les inviter, vraiment les inciter, j'ai envie de dire. Parce que souvent, on entend les jeunes qui disent qu'ils ne se sentent pas écoutés ou est-ce que notre voix ne compte pas. Oui. Et on a pu voir des témoignages à travers vos événements, on entend beaucoup qu'on se sent écouté, on se sent dans le mouvement, on se sent pris en compte. Et même le manifeste, vous voyez, avec lequel on est sorti du sommet d'Halifax, le précédent, il est traversé par la voix des jeunes. Il est traversé par des initiatives portées par les jeunes. Nous avons un autre programme qui s'appelle Jeunesse au pouvoir. Beaucoup Donc, jeunesse au pouvoir, mais le pouvoir aussi de penser, d'agir, de créer. De participer. Il y a beaucoup d'œuvres et vraiment, dommage, on arrive très vite à la fin de l'émission. On pourrait vraiment en parler, mais c'est vraiment un rendez-vous. On revient vraiment sur le sommet. On espère vraiment pouvoir rencontrer d'autres personnes, des leaders et vraiment en discuter. Oui. Donc merci d'être venu aujourd'hui pour en discuter. Merci beaucoup et on va suivre l'événement de près. Merci beaucoup. Merci. On arrive déjà à la fin de notre émission. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve jeudi prochain à 16h pour une nouvelle émission d'Entre nous sur ICI Télévision. À bientôt.